Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Adélaïde, alias Game Genie Sokolov. Game Genie Sokolov est une artiste multiple, oscillant entre chiptune, synthwave, synthpop et vaporwave. Elle est entre autres drag queen, gamers, ingénieure logicielle, animatrice radio et compositrice. Elle nous parle dans cet épisode de son parcours, des défis de se reproduire et du plaisir de collaborer avec d'autres artistes. Bon épisode. On écoute Coming Out de l'album Transmission par Game Genie Sokolov. Bonjour Adélaïde, alias Game Genie Sokolov. D'ailleurs, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment merci ça va? Jules-Antoine. Ça va très bien. Là, on commence aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, le déconfinement à Montréal. Il fait un beau soleil, l'été s'en vient. Et oui, ça va plutôt pas mal. Et toi, alors? Ouais, il y a de l'espoir dans l'air. Oui, ça va super bien pour les mêmes raisons à Montréal. Là, on commence à déconfiner, puis ouais, il y a de l'espoir dans l'air. Exactement. Avant de commencer, j'aimerais ça, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Donc, c'est qui Game Genie Sokolov? C'est qui Adélaïde? Donc, mon nom à moi, c'est Adélaïde. J'ai 34 ans. Je suis citoyenne canadienne et française. J'avais immigré au Canada en 2007. Maintenant, ça va faire bientôt 14 ans. Et je suis à la fois ingénieur en logiciel et je suis aussi musicienne et je fais un projet de musique électronique un peu alternatif qui s'appelle Game Genie Sokolov depuis maintenant 2017 et je m'amuse énormément avec ça. Donc je joue un peu toutes sortes d'instruments de musique, que ce soit acoustique ou que ce soit électronique, et j'ai une esthétique qui est assez proche du monde vidéoludique. Pour la bonne raison que je suis quand même très très nerd à la base. Donc, Est-ce que c'est lié au fait, justement, tu dis que tu es ingénieur aussi logiciel. C'est-tu lié un peu à la façon dont tu fais de la musique? Est-ce que tu vas utiliser la programmation dans ta musique, par exemple? Ou... Oui, beaucoup. C'est la chose qui se passe, c'est que dans les... moi, j'aime beaucoup tout ce qui était les sonorités de synthétiseurs du milieu des années 80, qui ont été rendues très populaires il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à la vague synthwave. Des artistes comme Perturbator, comme Trues, etc., etc. Daft Punk, même, d'ailleurs, d'une certaine manière.
Et c'est des sonorités qui ont malheureusement été un petit peu laissées de côté, puisque après on est arrivé au monde intégralement numérique. Tant mieux d'ailleurs. Et on a un peu laissé de côté ces machines-là. Alors ces machines avaient encore un potentiel qui n'avait pas encore été exploité à 100% à l'époque. Problème, c'est que ces machines-là coûtent très cher. C'est difficile à trouver. En tout cas, en bon état, qui fonctionne bien, il faut savoir faire de la maintenance, il faut être très technique et connaître un peu de soudure, de mécanique. Ce qui n'est pas forcément évident, surtout quand on veut faire de la musique plug and play comme aujourd'hui. En revanche, dans certaines consoles de jeux, il existait des chipsets à l'intérieur qui étaient directement intégrés dans ces synthétiseurs-là. Même fabricant et tout, mais c'est une version qui n'a pas de clavier, qui n'a pas de bouton, qu'il fallait intégralement programmer pour faire sortir un son. Et moi, je sais faire ça. Donc j'utilise justement mes compétences en programmation pour programmer des consoles, mais pour m'en servir comme synthétiseur. C'est un peu comme hacker, c'est une façon de hacker un peu les consoles de jeu. Exactement, c'est surtout Très les cool. anciennes consoles, parce que les anciennes consoles étaient analogiques, maintenant elles sont toutes numériques, donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. Mais ça permet d'utiliser des sonorités qui sont véritablement générées de manière analogue. C'est pas des samples ni rien, donc si on se débrouille assez bien, on peut créer des sons tout à fait irréels et très difficiles à reproduire d'une manière digitale. Moi j'aime bien faire ça, et c'est la base de mon esthétique musicale. Exact, c'est que là où on reconnaît aussi le son, moi j'associe beaucoup on parle de synthwave par exemple. Puis toi-même tu parlais aussi de c'est quoi en fait le synthwave pour toi, puis qu'est-ce que ça représente parce qu'il y a c'est quoi que ça représente le synthwave? Le synthwave pour moi c'est un genre musical qui est assez moderne, donc qui est arrivé à peu près fin des années 2000, qui a connu son pic fin des années 2010 à peu près. Maintenant c'est un petit peu derrière nous. C'était de reprendre justement des sonorités, des drum machines, des synthétiseurs datant soit d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, mais les utiliser avec un regard d'aujourd'hui. Souvent, lorsqu'on pense à des vieux synthétiseurs, on pense à la musique qui a été faite à l'époque. Ça peut souvent sonner, disons-le, très quétaine, très cheesy, etc. Parce qu'elles ont été utilisées avec les lumières de l'époque. C'est-à-dire que les gens qui sortaient du disco, de la new wave, etc. Donc, c'était leur référence. Or, nous, on a connu autre chose. On a connu Nine Inch Nails, les Daft Punk, on a connu Lady Gaga, Beyoncé, le nouveau rap également, un petit peu plus éthéré, etc. Donc nous, on va s'en servir pour générer des sons que les gens d'il y a 40 ans ou d'il y a 30 ans n'auraient pas fait, parce qu'ils n'ont pas eu notre vécu, ni notre approche. Donc on redécouvre ces instruments, on se rend compte que ils avaient énormément de potentiel. On les a laissés de côté et c'est très dommage. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se sont amusés à se les réapproprier au début pour faire de la musique hommage, pas parodique, mais hommage aux années 80, par exemple en réutilisant certains clichés ou certaines mélodies, certaines manières de production, mais avec des sons beaucoup, beaucoup plus modernes et avec des méthodes de composition aussi et d'approche qui sont beaucoup plus actuelles. Si quelqu'un dans les années 80, on lui avait fait entendre ce qu'on fait aujourd'hui avec la synthwave en utilisant les mêmes outils, il n'aurait pas compris. C'est un petit peu comme si tu donnes une guitare à quelqu'un d'aujourd'hui et quelqu'un dans les années 60, il n'aurait pas du tout fait la même chose parce qu'on n'a pas du tout connu. Donc, sauf que là, c'est pareil, mais avec des outils qui permettent de synthétiser du son. Donc c'est ça l'approche de la synthwave. D'où le nom synth, on utilise des synthétiseurs, et wave parce que c'est tout le mood qui s'accompagne autour de l'utilisation de ça. Puis tu dis que est-ce que ces objets-là, on essaie de reproduire les mêmes objets qu'il y avait dans le passé, ou il faut restaurer des objets du passé pour vraiment retrouver ce son-là ou... Alors l'idéal, c'est évidemment de retrouver ceux de l'époque, mais lorsque tout le monde est passé au digital, évidemment, on a abandonné tout ça. Il y en a beaucoup qui ont fini dans des greniers, qui ont fini à casse, en fait, tout simplement. Et il y a eu des reproductions, souvent qui ont été utilisées, qui sont même excellentes. On a la technologie pour faire ça, soit en samplant véritablement tous les sons et tous les presets de l'époque. Ça existe depuis pas mal de temps. La compagnie Yamaha ou Roland font ça très bien. Il y a aussi des reproductions qui utilisent un peu des chipsets d'époque, ou alors si on est un peu bricoleuse, on peut arriver à le fabriquer nous-mêmes en utilisant des versions disponibles ailleurs, comme dans les consoles de jeux par exemple. Ok, fait que d'utiliser ces chiptunes-là pour créer son propre synthétiseur. Absolument. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un monde, le monde des synthés. J'ai un ami qui est tombé là-dedans.
Puis là, il dépense tout son argent. Puis là, il parle de son. Puis je comprends pas grand-chose, mais je vois la passion derrière. Puis je me demandais, tu sais, y a-tu comme une sorte de fétichisme de l'objet qui s'accompagne des synthés, mais de la musique électronique aussi en général? Il y a toujours, bien sûr, le fait d'utiliser du vrai hardware, ce sera toujours différent parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur ou d'avoir un laptop d'allumer. Ça, il y a une approche de ça qui est beaucoup plus organique. On arrive, on allume la machine et on peut déjà composer sans avoir besoin d'un PC, sans avoir besoin de setup ni rien. Ça, c'est un avantage qui est considérable et c'est une approche musicale qui est véritablement organique. Et ça, c'est pas pareil. Alors que quand on utilise un PC, on est illimité. Je veux dire, on peut mettre autant de tracks qu'on veut. On peut utiliser des milliers de sonorités. Il n'y a pas de limite. Tandis que si on utilise du vrai hardware, on est obligé de l'exploiter au maximum. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Et c'est surtout beaucoup plus fiable, parce qu'un PC, ça tombe en panne. Surtout en live. Alors là, toutes les musiciennes électroniques pourront te le raconter, des histoires d'horreur là-dessus. Ouais. Et alors que si tu utilises du hardware qui est vraiment intégralement externe, ça peut arriver que ça tombe en panne, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et tu peux arriver à retomber sur tes pieds et à improviser. Donc c'est vraiment plus ça. C'est vraiment une approche plus organique que tu peux avoir en ayant l'objet directement dans les mains. Ouais, parce que même si c'est électrique, ça reste un instrument qui est analogique, dans le fond, qui fonctionne avec des... C'est pas numérique nécessairement. Exactement. Tu disais que ton projet Game Genie Sokolov, donc en tant qu'artiste, est-ce que c'est ton nom d'artiste ou c'est vraiment lié au projet de musique que tu fais? Est-ce que ça pourrait être un autre nom pour peut-être de la musique dans le futur ou c'est vraiment... le nom, je peux te raconter l'origine. C'était un peu un hasard. C'est-à-dire que au début, j'avais fait une tune pour m'amuser sur un Sega Genesis. C'était juste un exercice de style pour voir est-ce que je suis capable de faire ça. Parce que c'est une console auquel j'avais beaucoup, beaucoup joué lorsque j'étais enfant. J'y joue d'ailleurs toujours encore un peu, c'est une console qui me fait beaucoup plaisir. Si d'ailleurs les gens qui nous écoutent n'ont jamais joué à des jeux comme Sonic 3, je vous encourage à le faire parce que c'est encore très bon. La chose, c'est que j'avais sorti une tune et je voulais la mettre en ligne pour m'amuser. Et il fallait que je trouve un nom d'artiste et je savais absolument pas quoi mettre. Pour moi, c'était juste mettre ça en ligne et puis that's it. Pour moi, ça s'arrêtait là. Je lisais à l'époque un livre de Serge Gainsbourg qui s'appelait Evgeny Sokolov, qui était une histoire que j'aimais beaucoup. Un petit roman très court, très intéressant. Et de l'autre côté, je me souvenais de la cartouche, le Game Genie, qui était une cartouche qui permettait de tricher à l'époque. On mettait ça dans les consoles de jeu, ça s'insérait entre la console et votre cassette. Et lorsque vous démarriez la console, vous pouviez insérer des codes et ça permettait d'avoir, je sais pas, des vies infinies, des choses comme ça. Puis j'ai un peu mergé les deux, ça a donné Game Genie Sokolov. Je me suis dit c'est drôle, allez, je mets une tune en ligne. Et ça a très bien marché, on m'a demandé d'en faire une deuxième. J'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, je les ai regroupés sous un EP. Ensuite, il y a un label qui m'a approché pour me demander d'en faire un deuxième. Je l'ai fait, ça s'est transformé en un album. Et puis ça a continué, en fait. C'est juste devenu assez organique, il n'y avait pas de plan. Et je suis resté avec le nom. Le nom, ça m'a pris 5 minutes à chercher, tu vois, vraiment. Et depuis, je suis resté avec. Puis je trouve ça charmant. C'est assez joli. Donc c'est un peu un hasard si, dans le fond, toi, tu n'avais pas l'intention nécessairement de devenir une artiste, une musicienne ou... tu t'es dit je vais mettre ça dehors puis en espérant sans attente. Est-ce que tu avais des attentes? Non, je voulais simplement contacter la communauté de chiptune pour leur montrer parce que c'est une communauté qui travaille beaucoup sur des Game Boy, il faut le savoir, la grande majorité, et ils font des sons qui sont absolument malades. Ils exploitent le hardware d'une manière qui est absolument fantastique et on peut créer tout genre de musique avec ça et des sons que jamais de la vie on aurait pu imaginer pouvoir faire. Le chiptune, tu dis, c'est quoi le chiptune exactement? Le chiptune, c'est justement d'utiliser, comme son nom l'indique, chip, ça vient de chipset, et tune, c'est une tune, quoi, en fait. L'utilisation de ça, c'était de pouvoir utiliser des chipsets insérés dans des vieilles consoles de jeux, donc tout ce qui était pré-digital, donc ça va du Sega Genesis au Game Boy, le NES, même d'ailleurs, pourquoi pas, et d'utiliser ce hardware-là pour faire de la musique. Donc pour ça il y a plusieurs manières de le faire. Soit on utilise ce qu'on appelle un tracker, c'est-à-dire qu'on programme en fait toutes les notes et tous les paramètres sonores de la console pour pouvoir faire nos sons.
Ensuite, après, on les enregistre et on les met en ligne. Souvent, d'ailleurs, ça sonne... ça a une esthétique est très vidéoludique, bien sûr, parce que ça sonne comme ce qu'on pense, comme un peu ce qu'on pouvait avoir à l'époque, les sons de Game Boy, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que nous, on n'a pas de jeu à exécuter sur la console. Donc nous, on a tout le CPU qui est disponible à 100% si on veut, pour blaster le processeur sonore à 100%, pour lui faire des choses que jamais de la vie à l'époque on aurait pu se permettre de faire. Justement parce que nous on n'a pas de graphisme à afficher, on n'a pas d'input, il n'y a rien, c'est purement dans le son. 100% dédié au son, ouais. Exactement. Et c'est un vrai plaisir d'ailleurs d'utiliser ces choses-là. Moi je suis toujours très fan. Il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui existent depuis longtemps, ça a toujours existé, hein, depuis les années, les années 90 d'ailleurs, à partir du moment où les outils étaient très disponibles. Et je me suis approché de cette communauté à l'origine pour justement leur présenter ma première pièce, pour leur dire, tenez, regardez, j'en ai fait une, je m'amuse. Et il y a eu un bon accueil, on m'a dit, ah, c'est cool, tu utilises un Sega Genesis, qui utilise en fait un synthétiseur Yamaha FM. Des synthétiseurs FM, c'est ce on entendait dans des tunes, par exemple, de Prince, Madonna, Queen, bref, vous prenez n'importe quelle tune pop entre 84 et 88, même Michael Jackson, tout le monde, c'est dedans. C'est obligé, tout le monde a utilisé ces synthés-là. Et moi, je l'ai utilisé, mais avec cette approche-là. Pas pour faire de la musique de Sega Genesis, mais justement pour avoir accès à quelque chose qui était moins cher. Et ça a vraiment bien fonctionné. Et c'est comme ça que c'est parti, le projet. Je faisais de la musique depuis longtemps, hein. Je veux dire, j'ai toujours été musicienne, je faisais du chant, de la guitare, un petit peu de clavier comme ça sur le côté pour m'amuser. Mais c'est la première fois que je sortais une tune à moi comme ça. Mais c'était vraiment pour un petit forum à l'origine, c'était pour quelques personnes. Mais ça a bien marché, après j'ai mis sur Spotify et tout. Le jour où un label m'a approché, je me suis demandé, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je leur ai posé la question la première fois qu'on s'est rencontrés, je leur ai dit, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Parce que ça va pas se vendre. Je veux dire, il n'y a pas un public qui est forcément majeur pour ça. Et ils m'ont dit, non, inquiète-toi pas. Bon, finalement, c'est moi qui avais raison, mais c'est pas grave. Mais ça m'a permis justement de créer une aventure. Et je suis encore dedans aujourd'hui et ça me fait plaisir. Mm-hmm. Toi, le EP que tu avais fait avec la maison de disques, ça avait, dans le fond, vous aviez fait un premier essai, une première édition de disque. Puis comment ça s'était passé? Tu dis que... On m'avait contacté parce que j'étais en train de faire en fait un deuxième EP, parce que je fais des tunes tout le temps. En fait, je passe mon temps à faire que ça, donc je les emmagasine très vite et je peux pas sortir quand même une tune par semaine. Je me dis que ça fera quand même beaucoup. Et au bout d'un moment, je me retrouve avec 8 ou 9 tunes et je me dis bon, là ça fait 6 mois, j'en fais quoi? Donc il faut bien que je les sorte. Et il y avait quelqu'un que je connaissais, qui était un ami commun de Julien Manot, qui dirige le label Lisbon Lux Records, qui est le label qui a des artistes comme Le Couleur ou Das Mental. Ce sont des artistes que j'ai toujours adorés, vraiment. Et le fait qu'il m'ait contacté, qu'on ait un petit peu jazzé, qu'il a écouté ma musique, qu'il trouvait ça pas mal et qu'il avait envie de faire une expérimentation pour voir est-ce qu'on peut arriver à vendre ça. J'étais très honoré et ça, je me suis dit, bon, on va faire un effort. Donc on l'a masterisé professionnellement mes tunes. On en a fait un beau package et au final, bon, c'était encore un petit peu niche pour atteindre un public un petit peu plus large. Mais c'était amusant parce que moi, ça m'a donné un petit peu l'opportunité de m'aventurer un petit peu plus loin et de continuer derrière. Là, ensuite, on n'a pas renouvelé l'expérience pour d'autres projets, mais je leur suis toujours vraiment reconnaissant d'avoir fait l'essai et d'avoir vraiment osé, parce que c'est à ça qu'on reconnaît les bons labels. Ce sont des gens qui osent. Donc c'est là-dessus, vraiment, moi, je leur suis vraiment reconnaissante. L'idée de prendre des risques, en fait, quelque chose que... Puis tu sais, on parle un peu d'autoproduction. Dans le fond, la façon dont ça a commencé pour toi, c'était sur Internet. Absolument. C'est quoi tes plateformes de prédilection? Tu utilisais quoi? Bandcamp, SoundCloud, ce genre de... SoundCloud, énormément. Ensuite, après, Bandcamp pour faire les premières ventes. Et ensuite, j'ai utilisé des distributeurs. Je les ai tous faits, DistroKid, CD Baby, Lender, pour distribuer sur toutes les plateformes de streaming. Parce que tant qu'à y être, autant se mettre là. Et j'ai même fait appel à des relations de presse, par exemple, pour mon dernier album. Chloé Legrand à Montréal, pour ne pas la nommer, qui est très 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 excellente et vraiment professionnelle, qui a écouté ce que je faisais et qui s'est dit qu'on pourrait peut-être trouver quand même un genre de public quelque part. Et elle a vraiment très bien fait ça. Il y a eu des passages radio pour certaines pièces, etc., à ma grande surprise.
Donc maintenant, c'est un petit peu sur toutes les plateformes. Mais la majorité, ça restera toujours, par exemple, Bandcamp. Parce que c'est là où on peut contacter directement les gens. Ouais. Et surtout, c'est ce qui, d'un point de vue financier, on va pas se le cacher, c'est là où les finances arrivent, quoi. C'est vraiment via Bandcamp, pas les autres. Ouais. Ouais. Pas le streaming, puis c'est moins payant, j'imagine, si on n'a pas assez de gens qui... Le streaming, ça rapporte rien. Il faut vraiment faire des centaines de milliers d'écoutes, voire même des millions pour que ça rapporte quelque chose. Autrement, sur Bandcamp, les gens peuvent acheter ton album et surtout, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Donc, tu mets un prix plancher, genre 6 ou 7 $. Et de temps en temps, tu as des gens qui arrivent et qui te disent, tiens, j'achète ton album 20 $. Ou les jours des Bandcamp Friday, par exemple, les premiers vendredis de chaque mois, Bandcamp, en fait, enlevait leur cote qu'ils prenaient sur les profits des ventes et les redistribuait à 100% aux artistes. Très et là, cool. il y a eu beaucoup de ventes dans notre communauté, énormément. Donc ouais? c'est vraiment là où c'est la plateforme de prédilection pour nous. Ah oui, de très loin. Est-ce que tu connais aussi Patreon, puis le genre de crowdfunding? Je sais que Patreon, c'est beaucoup dans le monde du podcast, c'est utilisé pour autofinancer des projets. Est-ce que c'est... Je sais pas si dans le monde de la musique, c'est autant utilisé ou... Oui, il y en a qui le font. Moi, je travaille à côté, donc moi j'ai une job justement en ingénierie informatique qui me permet de financer mon train de vie et de financer de l'équipement musical. Parce que quand on fait du chiptune, il faut pas faire ça pour l'argent. Hein, je veux dire, ça c'est Non, évident. Mais même d'ailleurs, la musique en général, souvent, c'est même Frank Zappa, il disait ça dans les années 80. Il disait que de toute façon, il faut trouver une source de revenus externe. C'est absolument certain. Le nombre de musiciens qui sont capables d'être autofinancés à 100% par leurs sources de revenus musicaux, c'est une infime minorité qui ont beaucoup travaillé qui sont chanceux ou tout simplement qui étaient exactement dans l'air du temps, et c'est là où ça a marché. Ça, c'est pas du tout prévisible. Vous pouvez pas décider si vous êtes dans l'air du temps ou pas, comment devenir viral ou comment faire un hit. Vous n'en savez rien. Je veux dire, ça arrive ou ça arrive pas. Il faut pas chercher à le viser parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est impalpable et qui change en permanence. Donc, on peut pas le faire. Donc, il faut trouver une source de revenus externe. Donc, faire des concerts, c'est pas mal. Ça peut aider. Sinon, trouvez-vous une bonne job à côté et puis qui vous plaît surtout. Ouais. Et puis profitez-en. Ouais, exact. Puis tu sais, il y a moyen aussi, je pense, de trouver des emplois des fois qui vont être connexes à notre pratique artistique. Je sais pas, moi, je peins, mais bon, je suis pas encore connu. Mais je peux travailler dans un musée en attendant, bref, ça peut être n'importe quoi, puis éventuellement, tu sais, avoir un pied à côté de notre pratique artistique. Tu as raison, d'ailleurs, de ce point de vue-là, moi j'ai eu la chance de travailler pour la compagnie Lander, qui est une compagnie à Montréal, qui aide les musiciens, c'est un produit en ligne pour faire du mastering automatique pour les tunes qu'on upload, vous pouvez les distribuer en streaming, etc. J'y ai travaillé pendant quasiment 5 ans, et c'était... en fait, je travaillais pour des musiciens. Et il n'y a que des musiciens quasiment à l'interne d'ailleurs qui travaillaient pour ce produit-là. Donc pour moi, en fait, ça a toujours été un plaisir. Donc il faut pas hésiter justement à trouver quelque chose qui soit connexe. Ça, c'est sûr. Puis aussi, c'est ça, les intentions aussi d'être un artiste. C'est sûr que c'est souvent difficile. Il y a aussi la portion, tu sais, oui, créer. Par exemple, quand on est créateur, on crée de la musique, on est musicien, musicienne. Mais après ça, il y a tout le côté justement de la promotion, où souvent on va faire affaire avec des agents, où on va essayer de faire affaire avec... Parce que c'est toute une portion du travail d'artiste qu'on n'apprend pas, à moins, tu sais, qu'on sait pas, tu sais, comment se faire booker dans des salles de spectacle, faire de la promotion, faire du marketing. Puis ça devient beaucoup sur les épaules, j'ai l'impression, des artistes. Pour toi, est-ce que ça a été quelque chose qui a été facile de justement de faire ta promotion, ou c'était vraiment de faire affaire avec une maison de disques ou avec des personnes de faire affaire avec une équipe? J'ai eu la chance lorsque j'étais chez Lisbon Lux Records pour mes projets, que eux s'en sont occupés. Ils m'ont montré un peu la voie à suivre, c'est-à-dire qu'ils passaient par une relation de presse, ils faisaient des photos de presse, écrivaient vraiment tout un dossier pour décrire les systèmes de composition, comment on faisait, etc. Et ensuite après ils envoyaient ça aux différents médias. Et de l'autre côté, on obtenait des entrevues et ça se transformait de l'autre côté quelquefois en booking ou en concert. Donc les relations de presse, ça peut être très utile à condition bien sûr d'avoir un produit solide. Il faut savoir que les relations de presse, ils peuvent dire non. Hein. S'ils voient que c'est une perte de temps, ils ont une réputation aussi à suivre de leur côté. Parce que s'ils proposent des mauvais artistes, le jour où ils vont en proposer des bons, on lira pas leur email qui sera envoyé dans les médias. Il faut pas l'oublier. Ouais. La partie de la promotion, c'est un petit peu plus de la moitié du temps.
C'est-à-dire que faire une tune, c'est bien. Ensuite, après, si on veut qu'elle soit entendue, il faut aller trouver le public. Ça, c'est évident. La communauté chiptune, c'est notamment des channels Discord, ce sont des forums, des groupes privés sur Facebook, etc. Donc, on peut vite se retrouver. Et surtout, il faut qu'on se tienne, bien sûr, les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne. Beaucoup de concerts en streaming. Énormément. La pandémie, ça m'a beaucoup aidé pour ça. L'été dernier, je sais pas, j'en ai fait entre 10 et 20. Je les enregistrais directement depuis le studio de chez nous. Parce que j'avais prévu de faire une tournée d'été, finalement, elle n'a pas eu lieu. Mais ça m'a permis de me faire connaître beaucoup dans tellement de streaming. Parce que je pouvais les faire à la chaîne. Une fois que ton setup il est installé, tu peux en faire un par soir. Hein. Il y a juste à redémarrer et puis ça continue. Penses-tu que ça l'aide de viser comme un public qui est plus niche? Par exemple, avec le chiptune, tu dis que c'est une petite communauté. Mais est-ce que ça permet justement d'être connu plus facilement que si on fait... je sais pas, de la musique très populaire où déjà il y a une mare de personnes dans lesquelles on va se perdre. Être connu, c'est un hasard. On peut pas le décider. Ouais. Encore une fois, il faut être dans l'air du temps, ou alors il faut vraiment faire quelque chose de suffisamment original qui arrive à atteindre suffisamment de gens au bon moment. Ça ne se contrôle pas, c'est impossible. Il y a beaucoup de hasard. Donc, notamment, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de respect et jamais se moquer de la musique pop, parce que c'est un des genres musicaux qui est le plus difficile à faire. Parce que ça a comme prétention d'être populaire. C'est une prétention qui est extrêmement énorme. Faut être bon. Donc les très très bonnes tunes pop qui deviennent numéro 1, faut pas se moquer, faut au contraire respecter et dire waouh, ça a rejoint plusieurs centaines de millions de personnes. Bravo, je veux dire ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ou alors faut vraiment être des génies ou des artistes qui soient vraiment dans l'air du temps. C'est mieux d'avoir une plus petite communauté de fans qui est fidèle. Pour vrai, hein, qui va venir à tes concerts, qui va te suivre, avec qui tu peux interagir, etc. Que d'avoir une grosse communauté de gens qui sont semi-intéressés, voire vraiment en périphérie. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des gens directs, même s'ils sont peu, c'est beaucoup plus amusant. La communauté punk, par exemple, ou la communauté du métal, c'est une communauté qui est très loin d'être mainstream. Ça, c'est vrai. En revanche, les fans sont des fans fidèles. Ce sont des fans qui se déplacent et ce sont des fans qui vont te soutenir dans tes projets. C'est très, très connu, justement, dans ce milieu-là. Le milieu synthwave également. Les milieux beaucoup plus généralistes, comme par exemple la musique électronique dansante ou bien la pop, ou le R&B plus moderne ou le hip-hop, c'est une communauté où on peut avoir des gens qui ne vont écouter qu'une seule de nos tunes une fois et qui vont nous oublier après. C'est pas grave, c'est les lois du genre. En revanche, quand on est dans une communauté plus niche, fidéliser le public face auquel on se trouve est beaucoup plus nécessaire. Autrement, il n'y a aucune manière de grossir. Si on est un one-hit wonder dans une toute petite communauté, bon, autant dire que ça sert à rien. Mais il faut surtout pas, en fait, se laisser intimider par l'idée que ça marche ou ça marche pas. Il faut le sortir. Faut utiliser tous les canaux disponibles pour essayer de le faire entendre. Et si ça pogne pas, bon, bah, ça pogne pas. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la musique de l'autre côté. Puis as-tu réfléchi, toi, à des façons justement de fidéliser ton auditoire? Y a-tu des outils que tu utilises ou des façons d'interagir avec eux? Est-ce que les gens t'écrivent directement? Je sais pas, comment ça marche? Créer cette relation-là avec le public? Alors, par exemple, lorsqu'il y a des lives sur Twitch, assez récurrent, et il faut rester dans la salle et dans le chat et jaser avec les gens. Ça, c'est de toute manière, c'est une évidence. Il faut le faire. Ensuite, faut pas hésiter à reconnaître de temps en temps, c'est de lâcher par exemple des codes de téléchargement gratuit des albums sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, si l'album il se vend plus, au bout d'un moment tu le dis bon bah regarde, je peux en donner des copies, ça gêne pas, hein. Donc allez-y, amusez-vous, écoutez ça. C'est de faire des petites vidéos, c'est de publier assez régulièrement des choses, par exemple le progrès de ce qu'on est en train de faire des collaborations aussi avec d'autres artistes. Il y en a beaucoup qui sont qu'on respecte et qu'on adore, et on se dit des fois tiens ça serait pas mal si on travaille ensemble, et puis on s'envoie des emails et puis ça se fait. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent en fait, collaborer avec des artistes. Envoyer un email, proposer un démo, une idée, et très régulièrement, assez souvent même d'ailleurs, les gens vous disent ouais c'est cool, pas de problème, on peut faire quelque chose. Ça c'est plaisant, ça permet de suivre. Sinon ensuite il faut juste essayer d'être assez régulier quoi, dans le fait quand on poste des choses ou des tunes, pas essayer de trop se faire oublier, et d'essayer de garder une qualité un peu consistante, quoi.
Et d'écouter les feedbacks. Si on voit par exemple qu'il y a une tune qui marche un peu plus que d'autres dans une certaine direction, ça peut être pas mal aussi de s'orienter un petit peu plus vers ces choses-là. Ça peut nous donner une indication toujours. Les chiffres de streaming souvent sont les meilleurs indicateurs d'ailleurs de ce qui dans notre discographie fonctionne le mieux ou dans ce qui quelquefois a été plus expérimental mais ne plaît qu'à nous. Bon, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le sortir? Bon, faut le réfléchir. C'est la question à se poser. Le monde n'a pas le temps. On est maintenant arrivé à un temps court. Tu as sans doute remarqué, et tout le monde d'ailleurs, que les tunes sont de plus en plus courtes. On est retourné à un format 2 minutes maintenant sur toutes les plateformes de streaming pour la musique pop. Avant, on faisait 4 minutes 30, 5 minutes. Non, c'est terminé. C'est 2 minutes 30 maintenant, voire même moins. Il n'y a plus de bridge. Maintenant, on fait verse, chorus, that's it, terminé. On va droit à l'essentiel, un peu comme les 45 tours qu'on faisait, par exemple, dans les années 50 ou 60. C'est exactement la même idée. Pour essayer d'être court, comme ça, tu as plus de rotation. Et également, les gens n'ont plus le temps. On a de nos jours aujourd'hui la patience du monde, que ce soit sur les services de streaming, sur les services de vidéo, etc. C'est énormément raccourci puisqu'on a accès à tout beaucoup plus vite, ce qui est normal. Et donc il faut aller droit à l'essentiel et il faut s'adapter. Si jamais on sort des tunes de 8 minutes, tu sais très bien que le monde ne va pas l'écouter de toute manière. Donc adapte-toi et ça nous oblige nous également à écrire mieux. Genre allons à l'essentiel, coupons ce qu'il y a de trop, coupons l'excédentaire. Ouais. J'aime beaucoup la façon dont tu vois ça d'une façon positive. J'avoue que moi, je le verrais comme une façon aussi de se dire, c'est des contraintes de création, déjà, fait que ça peut aider à être créatif de d'autres façons, mais aussi, est-ce que on rentre pas dans un carcan puis on empêche justement la créativité ou on se ferme à peut-être des projets, justement, des musiques, une chanson de 11 minutes où on part dans les nuages puis on revient puis on... Est-ce que ça veut dire que ça n'existera plus? Puis... Bien sûr. Ça va toujours exister. Il n'y a jamais eu autant de niches musicales et autant de genres musicaux et d'accès à la musique que maintenant. Ça, il y a une démocratisation fantastique des moyens de production et des moyens de distribution. Il n'y a jamais eu autant de musique dans n'importe quel genre maintenant. Tu choisis un pays, une langue, un genre musical, même très niche au hasard, je te jure que tu peux trouver facilement plus d'1 millier d'artistes. Par exemple, je sais pas, on pourrait dire de la synthwave qui chante en japonais, biélorusse, je te jure, je t'en trouve une centaine. Je me mets... Ouais. Et c'est fantastique, c'est génial parce que n'importe quelle communauté, si on arrive assez bien à s'organiser et à retrouver les gens, justement parce qu'on a accès en ligne maintenant, on peut construire des communautés mondiales qui peuvent se regrouper, on peut arriver à se former une petite scène. Il faut juste bien chercher et se donner le travail. Parce que maintenant, vu qu'on a accès à une scène mondiale, il faut savoir qu'on n'est pas en concurrence, mais c'est-à-dire que notre voix va vite se perdre. Donc il faut s'adresser aux bonnes personnes. Par exemple, juste aller sur Twitter, rajouter 3-4 hashtags et publier une tune, ça sert à rien. En revanche, aller sur un Discord du genre musical qu'on fait, interagir avec des artistes régulièrement et une fois de temps en temps poster son propre travail, là c'est donnant-donnant, il y a un véritable échange qui se fait et là ça peut fonctionner. Les tunes de 11 minutes, ça se fait toujours. Il y en a, j'en ai fait. Mais le seul truc, c'est qu'il faut pas oublier que si on essaye d'être entendu, les gens, quand ils vont voir une tune de 11 minutes, souvent, ça risque de pas les mettre dans le bon sens. Ça va pas les flatter dans le sens du poil. Ça, c'est évident. Donc, il faut qu'on s'adapte. On est obligé de s'adapter. Ouais, mais je comprends, c'est qu'il y a comme deux côtés à la médaille de l'Internet. Donc, oui, d'un côté, on peut trouver de tout, puis il y a de la place pour tout. Les trucs qui sont complètement underground ou vraiment pas mainstream. Il y a moyen, on a les moyens de les diffuser, puis on a moyen d'y accéder. Mais d'un autre côté, il y a une machine derrière qui fait que on vient avec des formats qui sont de plus en plus courts. Fait que quand même, j'imagine que ça dépend de l'intention. Si on veut rejoindre le plus de gens possible, on va suivre le plus possible ce que la machine propose ou ce qui est populaire. Encore une fois, l'idée d'avoir le plus de views. Ouais. Mais on a l'opportunité aussi de se faire entendre si on veut faire des trucs qui sont bizarres ou qui sortent carrément de l'ordinaire. On peut quand même peut-être trouver une audience. T'sais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. T'as absolument raison. Un paradoxe entre les deux. Oui, c'est vrai. On a toujours les moyens de trouver un public. Ça, c'est juste, il faut vraiment faire l'effort d'aller le chercher, par contre. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça, tu sais, si on regarde la radio, puis ça aussi, ça a beaucoup changé, mais il y a quelque chose de triste, je trouve, des fois, à la radio, où, tu sais, on réécoute constamment les mêmes chansons, puis oui, je comprends la nostalgie liée à de la musique,
mais on va pas se risquer à mettre des trucs nouveaux ou des trucs justement peut-être un peu étranges à là je parle de la radio particulièrement. Oui, la radio commerciale, en fait, c'est comme la télé commerciale, c'est des médias qui sont en train de mourir. Ils le savent très bien, et donc ils peuvent plus se permettre en fait de faire des formats. Ça n'existe plus. On peut plus faire de format. Il faut être généraliste le plus possible. La plupart des radios commerciales, notamment à Montréal, sont tous passés au programme iHeartRadio, qui est en fait une playlist semi-automatique. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'époque, il n'y a plus de restrictions. On peut passer aussi bien de Highway to Hell de AC/DC, juste après à Baby One More Time, juste après à Marie-Mé, juste après on retourne à Harmonium, et juste après on va retourner à Groovy Aardvark. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est uniquement vraiment une playlist best-of et entrecoupée de messages publicitaires. Ça va forcément tomber à l'échec parce que le public qui écoute ça est vieillissant et très limité. En fait, c'est uniquement des gens qui n'ont pas installé leur cellulaire dans leur auto pour se mettre Spotify ou iTunes, en réalité, qui écoutent encore ça. Et qui sont pognés justement à être bloqués entre deux messages publicitaires de 20 minutes toutes les 20 minutes. Donc, c'est au bout d'un moment, en fait, c'est un média qui est en train de mourir et qui le sait et qui essaie justement d'exploiter la manne publicitaire jusqu'au bout, jusqu'à ce que le marché finisse par s'écrouler et partir intégralement en ligne. Lorsque le marché sera vieillissant. Surtout pour de la musique. C'est surtout pour de la musique. Exact. On prend plus de risques. Ça sert à rien de prendre des risques parce que de toute façon, le risque, ça fait uniquement changer. Les gens vont juste changer de poste. Donc à un moment donné, tu t'adresses au plus petit dénominateur commun pour essayer d'avoir la manne publicitaire la plus large possible, mais ça n'a plus aucun intérêt. C'est la radio, il faut pas essayer de viser. Hein. À part la radio publique, bien évidemment, qui elle, par contre, a une mission. Je veux dire, il y a une mission de service public à Radio-Canada ou à CBC. Mais par contre, la radio commerciale, c'est terminé. Je veux dire, ça n'a plus aucun intérêt, je veux dire, de nos jours. Surtout de la musique, ouais. C'est vrai que ça n'a pas d'intérêt d'avoir de la publicité. Puis aussi, le seul intérêt que je voyais, c'était peut-être ça, justement, la découverte ou, tu sais, des trucs qu'on n'aurait pas tendance à écouter, tandis que Spotify va... Mais même Spotify, tu sais, quand même... une notion de découverte, d'exploration de musique, qui reste tout le temps un peu dans nos genres, tandis que des fois avec la radio, à une certaine époque, peut-être qu'on pouvait découvrir des trucs nouveaux qu'on n'avait jamais entendus. Mais je pense que Radio-Canada, comme tu disais, la radio publique le fait un peu quand même, aller chercher donner une voix à des artistes qui sont inconnus. Les radios étudiantes font très bien ça. CISM fait extrêmement bien ça à Montréal, notamment. J'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'animatrice et j'ai rencontré plein. Il y a des sessions live à toutes les semaines. Il y a et ils font justement, ils ont leur propre palmarès anglo et franco et ils font véritablement un effort. Et c'est moi quand j'entends par exemple que on voudrait bien passer des tunes francophones sur notre radio, mais il y en a pas de bonnes. C'est ISM, ils en ont plus de 50 nouvelles par semaine, donc à un moment donné, et que des bonnes. Donc tu te dis clairement non, c'est parce que vous faites pas d'efforts. C'est comme dans les compagnies, tu sais, qui disent on aimerait bien engager des femmes, mais on engage à la compétence, on n'a pas encore trouvé le CV. Tu sais, oui non, vous faites pas l'effort pour. En réalité, vous n'avez pas fait l'effort. Donc en fait, c'est tout simplement ça. C'est simplement une question d'effort, mais il n'y a pas besoin de faire d'effort, puisque de toute manière, il n'y a pas de mission à un programme commercial. Sa seule et unique but, c'est d'être vendu. Donc c'est de vendre de l'espace publicitaire dans le fond. Voilà, on passe ce qu'on veut. Du moment que les gens en restent, c'est tout ce qu'on a besoin. Tu parlais un peu, là, je refais un petit retour en arrière sur le fait que tu jouais de la musique déjà avant. Est-ce que tu as étudié en musique? Ça a-tu été quelque chose lié à un parcours académique ou c'était simplement pour ton plaisir à toi ou... Ça a toujours été le plaisir. La musique, ça a toujours été une chose qui a... C'est quelque chose de très personnel, c'est un moyen d'expression sans les paroles, sans la visualisation. C'est-à-dire qu'on est face à soi-même et juste en utilisant ses mains, en utilisant son souffle, on peut en faire quelque chose à partir de rien. Genre on est dans le vide et soudain il y a un son qui se dégage et puis on peut arriver à en tirer une émotion. C'est ça surtout qui est vraiment le plus intéressant. Moi j'avais fait du solfège, mais alors quand j'avais 8 ou 9 ans, et après j'en ai plus fait parce que ça coûtait très cher. Puis tu sais, à un moment donné, on fait pas forcément ce qu'on veut dans toutes les familles parce qu'il y a aussi des frères et sœurs, il faut qu'on s'occupe de tout le monde. J'ai repris plus tard pour de la guitare, mais il y avait pas de solfège. Par exemple, on me donnait des tablatures pour que j'apprenne plus vite, ou alors j'apprenais à l'oreille, genre avec ma mémoire musculaire. J'ai simplement une idée mécaniquement comment fonctionne l'instrument que j'ai en face de moi, suffisamment
pour que je puisse me débrouiller lorsque j'ai besoin de faire de la créativité. Mais si tu me demandes d'écrire une partition ou de lire la musique, j'en suis totalement incapable, ce qui est d'ailleurs très difficile parce que lorsque des fois je dois réapprendre mes propres tunes plusieurs mois plus tard pour des concerts, il faut que je les réécoute et il faut que je m'y remette parce que j'ai pas de feuille devant moi pour réapprendre. Donc c'est un petit peu malheureux. Peut-être qu'un jour je vais m'y remettre. Fait que cette façon autodidacte que tu t'es plus appris à faire de la musique, à essai-erreur, puis à force d'essayer, puis... Exact. En fait, tu as besoin d'une initiation souvent pour l'aspect mécanique, c'est-à-dire de comment est-ce que tu dois poser tes mains, comment est-ce que comment tu te sers en fait de l'instrument. Ensuite, à partir de là, tu peux apprendre assez vite certaines théories. Par exemple, si tu fais tel saut de case avec une guitare ou avec un piano, si tu passes de là à là, ça fait une tierce, etc. Ça va sonner bien. Comment placer tes doigts automatiquement pour créer des suites d'accords. Et au fur et à mesure que tu expérimentes, tu vas trouver des suites qui fonctionnent assez bien et ça te permet de composer. Donc c'est pas mal ça en fait le fonctionnement. Et pour la programmation, j'imagine là tu disais que tu étais génie en logiciel. Est-ce que tes études, est-ce que la programmation t'intéressait déjà en même temps que la musique? Est-ce que c'est venu par la suite ou tu t'es dit bon je dois trouver une carrière? C'est arrivé comment l'amour de la programmation dans tout ça puis le parcours académique que tu as eu en fait? Oh, l'amour de la programmation, c'est un bien grand mot, c'est un outil. Hein. Non, à l'origine, je devais faire électricienne. Et puis finalement, en fait, pendant que, je sais plus vers quel âge, genre 18-19 ans, en fait, je me suis aperçu, lorsque j'étais en fin de secondaire, lorsque j'avais commencé mes études techniques, que j'étais assez bonne à programmer des circuits logiques, des microcontrôleurs, des petits robots. Okay. Et au fur et à mesure, j'ai dérivé là-dedans. Et puis, en fait, on m'a vite proposé du travail. Donc je suis resté pas mal là-dedans, j'ai approfondi, mais surtout je me suis servi de ça pour faire des projets que j'aimais bien, genre programmer des petits jeux vidéo, hacker des vieux jeux vidéo aussi, faire du ROM hacking pour ceux qui connaissent. C'est quoi du ROM hacking? Je suis curieux. C'est de prendre des vieilles... Lorsque tu utilisais par exemple des cartouches de jeu qui étaient sur n'importe quelle cassette de jeu, tu avais une ROM à l'intérieur. C'est en fait un contrôleur dans lequel on inscrivait le programme. Tu l'insères dans ta console, tu démarres et en fait ça boot sur le programme qui est stocké à l'intérieur. On appelle ça une ROM. Tu peux désormais, elles sont toutes disponibles en fichier sur internet. Hein, je veux dire, elles ont toutes été copiées en intégralité depuis le temps parce que c'est plus du tout sur le marché. Ouais. C'est pas forcément très légal, hein, je le dis à tout le monde, mais vous pouvez quand même les trouver très facilement. Oui. Et en fait, on peut éditer ces programmes-là, par exemple, pour changer la musique, faire de la traduction aussi. Il y a des jeux qui étaient très connus au Japon, qui sont jamais sortis en Amérique du Nord, donc on peut les traduire en français ou en anglais. Des choses comme ça. Donc ça m'a permis de m'initier à la programmation tout en rajoutant d'autres fonctionnalités à des jeux classiques. Et ça m'a également permis de programmer des consoles pour pouvoir générer de la musique. Donc moi c'est surtout cette approche-là. Et après de l'autre côté, bien sûr, de continuer à travailler pour des produits professionnels et commerciaux qui avaient toute mon attention. Et donc ça me permettait de faire les deux à la fois, quoi. Ok, parfait. Fait que c'est pas un est venu avant l'autre ou... La musique est toujours venue avant, hein. Ça c'était vraiment, ça a toujours été une constante dans ma vie, ça. La programmation c'est venu plus tard parce qu'après j'ai découvert en fait ça. À l'origine je savais pas, j'avais une vague idée de comment ça marchait. Maintenant je sais comment ça marche. Donc c'est ça. Mais la musique toujours en premier, toujours. Quand t'as mis tes premières chansons sur internet, est-ce que tu savais que tu voulais déjà travailler à ce moment-là dans le milieu de la musique? Ça a toujours été plaisant en fait de travailler dans le milieu de la musique. Moi j'ai toujours eu envie de faire ça et c'est parce que c'est un univers où on rencontre des gens qui sont vraiment passionnants. On rencontre des gens originaux et on rencontre beaucoup de gens, plus personnellement, moi c'est de la communauté LGBT par exemple, et qui sont beaucoup plus acceptés que dans d'autres milieux à droite à gauche, qui peuvent être un tout petit peu plus conservateurs. Maintenant la chose c'est que c'est un milieu justement où tu rencontres des gens qui sont créatifs. Moi c'est ça qui me plaît, des gens qui n'ont pas forcément besoin de parler, mais leur musique ou leur production, leur composition fait le travail de parole à leur place. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. J'adore les gens qui sont créatifs, vraiment, parce que tu vois qu'ils ont une vie intérieure très profonde. Et ça leur donne un côté séduisant, j'ai envie de dire. Tu parlais aussi dans une entrevue que j'avais lue, fait qu'on a parlé de synthwave et tout, puis toi tu disais que tu voulais comme réinventer un genre qui était le transwave. Est-ce que tu peux nous parler un peu du transwave? Comment tu le définis en fait? Oui. C'est quoi la sonorité ou c'est quoi l'intention derrière?
C'est un gros clin d'œil en fait. C'est rien de très sérieux, mais la chose en fait, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de genres musicaux. Tu rajoutes wave derrière avec n'importe quel préfixe et puis c'est bon, ça marche. T'as créé ton genre musical. Moi j'avais mis ça parce que j'avais fait un album qui s'appelait Transmission en fait à une époque et c'est resté et bon, il y a ça, il y a aussi, bien sûr, une approche un peu plus personnelle. Le seul truc, c'est que je mélange énormément de choses. Donc, oui, j'utilise des sonorités de chiptune à l'origine pour faire mes sons, mais j'utilise aussi de l'autre côté, par exemple, de la guitare funk, parce que c'est ça en fait que j'adore faire. Je mélange ça avec, ce qui est assez rare dans ce milieu-là. Il y a parfois de la voix dans différents langages. J'ai une approche avec des drum machines aussi qui est parfois un petit peu plus différente, que j'arrive à synchroniser avec les consoles de jeu au moment où je joue. Et surtout, c'est une approche qui est faite également pour faire des concerts et de la musique en public. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment 100% chiptune? Non, parce que ça utilise plein d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment 100% synthwave? Non, parce qu'il y a des approches un peu plus modernes et organiques. Est-ce que c'est du funk? Oui, ça en est, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de sonorités électroniques. Donc en fait, c'est un peu difficile à classer, c'est 3-4 genres à la fois. Donc je me suis dit un jour, en clin d'œil, tiens, on va appeler ça de la trance wave. Et puis voilà, quoi. C'est pas quelque chose c'est pas l'intention d'avoir créé un nouveau genre, c'était plus une façon de nommer toi ce que tu faisais. J'aimerais bien. Bon, c'était le nom d'une tune en fait que j'avais faite un jour comme ça pour m'amuser. Je cherchais un nom, puis je l'ai appelé comme ça. Puis c'est resté. Il y a en fait quelques personnes qui m'avaient écrit en me disant tiens, ça serait pas mal comme nom de genre musical. Puis je me suis dit bon. Oui, allez, d'accord, avec un gros clin d'œil quand même, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça, quoi. Bon, c'est pas sérieux, mais en même temps, on s'amuse. C'est de la musique, il faut pas être trop sérieux pour ça. Sauf quand on fait, bien sûr, de la musique plus classique ou de la musique lyrique. Évidemment, dans ces cas-là, oui, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus sérieuse. Mais pour le genre de musique que je fais, non, il faut s'amuser. Je veux dire, il faut que ce soit une musique d'amusement, quoi. Tu parlais tantôt des collaborations que tu avais eues avec La Couleur, avec qui tu as travaillé. Il y avait des chansons que tu as travaillé dessus avec Jules G, Vadel Gabriel. Puis dernièrement, j'ai vu il n'y a pas longtemps Tobo Kegao, qui est une artiste japonaise. Ça t'a apporté quoi ces collaborations-là? Puis c'est-tu quelque chose que tu veux-tu refaire des collaborations avec les mêmes artistes dans le futur? Ah oui, Vadel Gabriel, par exemple, c'est un animateur radio qui travaille à Halifax. Et on a déjà collaboré 3 fois ensemble. La chose, c'est que j'aime bien collaborer souvent avec les mêmes personnes lorsque ça fonctionne bien. La chose, c'est que j'écris en fait de la musique quasiment tout le temps. Tout le temps, je passe mon temps à faire ça. Mais des fois, lorsque j'écoute, je me dis que, tiens, je trouve pas de lead ou, tiens, ce serait pas mal d'avoir des voix éventuellement. Mais pendant très longtemps, j'avais pas envie de chanter moi-même. Pourquoi ? La majorité du temps, j'ai pas envie de chanter moi-même. Parce que je suis en transition de genre et que j'ai pas une voix qui est forcément très très proche de ce à quoi je ressemble physiquement et de ce à quoi j'aspire dans le futur. Donc c'est un petit peu gênant. Bien que je le fais, je veux dire, à partir du moment où je commence à le faire, bon, je vais jusqu'au bout. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai chanté sur le dernier album notamment. Et sur le prochain, je chante aussi 2 fois d'ailleurs. La chose, c'est que souvent, j'envoyais justement des instrumentaux à différents artistes en leur disant « Hey, j'ai écouté telle ou telle tune que tu fais, j'adore vraiment, j'ai fait un instrumental qui ressemble un peu à certaines tunes que tu avais faites. » D'ailleurs, souvent, c'est comme ça que j'approche les gens. Et je leur dis « Bah, tiens, je te le fais entendre. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ou pas? Si ça t'inspire pas, bon, bah c'est cool, je veux dire, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Hein. Je veux dire d'ailleurs que ça inspire pas, il faut pas du tout le prendre perso. Et d'autres fois, bah, je leur dis, bah, si jamais ça t'inspire, est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble? Moi, j'aime bien travailler avec d'autres vocalistes, souvent. C'est-à-dire que je leur envoie une track instrumentale qui est terminée, ou bien qui est en passe d'être terminée, et je leur laisse toute liberté. Intégralement, je leur dis vous pouvez chanter sur ce que vous voulez, dans la langue que vous voulez, de la manière dont vous voulez, vous enregistrez ça à votre rythme. Ensuite après, ils m'envoient en fait les tracks vocales finies et moi je fais le mixage après, voire même quelquefois j'altère un peu, genre je mets un bout de vocal ici ou là, ou alors je change l'instrumental parce que je trouve que les vocaux sont mieux si on les met de l'avant et qu'il n'y a rien d'autre derrière. Donc c'est en fait un genre de jeu de ping-pong. Et le résultat final, en fait, c'est toujours quelque chose que jamais par moi-même j'aurais pu faire et que l'autre artiste non plus. Donc en fait, c'est toujours 2 univers qui se rencontrent.
Et c'est un vrai plaisir. J'adore faire ça. C'est par exemple travailler avec Laurence Giroudot du band Le Couleur. Ça a été un vrai plaisir parce que c'était un band que j'ai toujours vu en spectacle, que j'adorais. Et je lui ai écrit un mail, mais vraiment en me disant, mais jamais de la vie il va accepter. Et donc je lui dis, bah voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, vraiment. Je te suis depuis des années. Je fais de la musique. Là, en plus, à l'époque, on était sur le même label. Et je lui ai dit, regarde, est-ce que je vais t'envoyer quelque chose? Et puis, si tu veux, on pourra peut-être essayer de voir si on peut travailler ensemble. Elle m'a répondu, ouais, inquiète-toi pas. Et elle m'a fait une démo quasiment dans 2 jours. Puis en plus, moi, c'est une des chansons que j'ai beaucoup aimées. C'est fille, garçon, ouais. Fille ou garçon. Vraiment, ouais. Ah oui, ça, j'adorais celle-là. Et c'est un vrai plaisir. Et le truc, c'est que ensuite, au bout de 2 semaines, elle m'a envoyé des vocaux complétés, terminés, finis. J'étais vraiment impressionné par le rythme, la qualité de l'enregistrement et tout. Et le mixage ensuite a été un vrai plaisir. Puis quand la tune était finie, on s'est dit, waouh, ok, on a fait quelque chose d'unique. Ce sera peut-être pas un hit ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais par contre, on en est vraiment très fiers. Ça, il y a des pièces musicales comme ça où si tous ceux qui ont participé disent clairement que hey, moi j'ai fait ça avec telle personne, c'est toujours un vrai plaisir. J'adore contacter les gens pour leur proposer de faire des tunes parce que l'intérêt c'est de mettre justement l'autre artiste en valeur, que ce soit les vocalistes. L'intérêt c'est de les mettre de l'avant. Moi je recule, ensuite moi je me mets au service de la voix. Parce que ça devient véritablement une chanson, vu que justement il y a du chant, il y a des paroles. Donc à ce moment-là, il faut prendre ça comme une chanson et il faut reculer l'instrumental. On est là, attention, maintenant c'est une chanson, il faut mettre les paroles en avant, il faut aussi faire en sorte que la personne qui chante soit à son avantage, soit le plus présentable. Il faut faire honneur justement à la personne avec qui on travaille. Je pense que les personnes avec qui j'ai collaboré aiment ça. Justement le fait que je leur fais pas du tout honte, au contraire, je fais absolument tout pour qu'ils soient présentés du mieux possible et qu'ils en soient contents. Jusqu'à présent, ça a été le cas. C'est un partenariat dans le fond où chaque partie doit être gagnante ou tirer un peu profit de la collaboration, j'imagine. C'est exact, et puis chaque personne a une logique différente, chaque personne a une approche créatrice différente. Par exemple, moi, les vocaux que j'imaginais dans ma tête, lorsque je les reçois, par exemple, les démos après que je réécoute, ça n'a jamais rapport. Ça n'a rien à voir, jamais, c'est même pas proche, mais c'est un véritable plaisir. C'est un plaisir, parce que quand tu réécoutes ça, tu te dis, waouh, jamais de la vie j'aurais fait ça. C'est vraiment 2 univers qui se rencontrent et eux-mêmes disent la même chose. Ils disent jamais de la vie j'aurais écrit un instrumental comme ça. Donc ça fait permettre de faire quelque chose d'unique. Puis ça me permet de travailler avec beaucoup de gens. J'ai pu travailler avec des artistes hip-hop comme Jules G ou Vadel Gabriel que tu disais. J'ai pu travailler avec des artistes qui sont plus pop. Là, je vais travailler avec une artiste R&B. Ça va sortir dans quelques jours qui s'appelle Jay qui vient de New York. Une autre artiste du Mexique, une autre de Londres, en Angleterre. C'est un véritable plaisir parce qu'au final, ça crée une mini-communauté et puis on s'amuse bien. Ben oui. Ça, c'est tous des personnes que tu as rencontrées via, justement, est-ce qu'on est encore dans la communauté chiptune d'Internet, dans le SoundCloud, ou il y a d'autres façons de rencontrer ces artistes-là? Ben là, j'imagine avec la pandémie, on peut pas sortir, il n'y a pas de show, il n'y a pas d'événement où il y a d'autres artistes sur place, j'imagine que ça a dû se faire sur Internet. Oh, pour certaines, ouais. Pour d'autres, c'est genre un ami d'une amie. Enfin, comme par exemple la chanteuse Ultra K, c'était l'ami, par exemple, du rappeur Jules G, qui est un rappeur avec moi. Donc en fait, il nous a mis en contact. Ensuite, après, elle m'en a fait rencontrer d'autres avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé aussi avec une qui s'appelle Gnocchi, qui vient de Londres, en Angleterre. Elle, le hasard a voulu que lorsque je suis allé visiter Londres un soir, je me suis rendu dans un bar où il y avait une rencontre de la communauté chiptune. Ils savaient pas que j'étais là. D'ailleurs, ils n'avaient aucune raison de penser que quelqu'un du Canada allait arriver comme ça un soir par improviste. Et elle interprétait ce jour-là. Et en fait, je m'en suis souvenu quelques mois plus tard. Et puis je lui ai écrit en disant hey, je me rappelle de toi et je trouve que j'ai quelque chose qui pourrait être adapté à ton univers. Et ensuite, d'autres carrément, comme Jay, j'ai contacté totalement au hasard via leur label en disant voilà, j'ai fait quelque chose, j'aimerais vraiment. S'il te plaît, écoute là et on verra derrière. Mais juste écoute là et dis-moi ce que t'en penses. Et elle a pas répondu pendant 15 jours, donc je me disais, j'aurais pas de réponse, c'est pas grave. Et elle m'a répondu directement avec un démo.
Ça, là, écoute, quand tu reçois ça, je te jure, j'avais un sourire énorme pendant plusieurs jours en me disant « Waouh !» Non seulement elle me dit oui, mais en plus, elle fait quelque chose de vraiment fantastique. Les collaborations, c'est vraiment nécessaire parce que également, ça me permet d'apprendre. Autrement, on est très en vase clos. Je veux dire, tu es toujours à un rapport entre toi, tes influences et l'air du temps. C'est toujours une chose triangulaire, en réalité, ton inspiration musicale. Entre ce que tu connais, ce que tu as digéré et la synthèse que tu en tires, et également ce qui se passe autour de toi. Sans arrêt, en fait, ça va changer. Ça devient partie intégrante du processus créatif, j'ai l'impression. Il faut, sinon tu fais toujours la même tune. Ouais. C'est si jamais tu t'essayes pas de bosser. Et si tu travailles avec d'autres personnes, tu t'intéresses à leur discographie et tu te rends compte que ça a permis en fait d'étendre tes horizons. Donc moi j'aime bien aller faire des choses diverses, j'aime pas faire 2 fois la même tune, ça sert à rien. J'ai pu faire du hip-hop, là j'ai fait du R&B, j'avais fait du footwork il y a pas si longtemps, là bientôt il y a du gros synth-pop très clin d'œil 80s qui s'en vient. Ça m'amuse parce que dans ces cas-là en fait moi j'ai une palette de couleurs, mais ensuite après je peux peindre ce que je veux avec cette palette. Donc Fait que même si on reste dans le chiptune, même si on reste dans, je sais pas, le synthwave ou pas, on peut aller explorer plein d'autres choses avec les mêmes sonorités, mais faire d'autres choses, j'imagine. C'est une esthétique sonore, en fait, n'est absolument pas incompatible avec le fait d'utiliser des genres musicaux beaucoup plus variés. Et il faut au contraire. Moi, j'aime bien ça. J'ai beaucoup de respect, par exemple, pour les artistes hip-hop qui ont osé aller dans toutes les directions. Je pensais, par exemple, à Kanye West, qui a beaucoup évolué dans son son avec le temps. Eminem aussi. D'autres comme Tyler, the Creator, etc., qui ont vraiment changé leur manière de fonctionner, justement parce qu'ils se sont adaptés à l'ère du temps. Et également parce que leurs influences ont changé, ou l'âge aidant a également affecté leur goût, ce qui est normal. Et ils n'essayent pas de reproduire ce qu'ils ont fait dans le passé. Et j'ai énormément de respect. Et sinon, ils vont collaborer aussi, justement, avec des artistes peut-être plus jeunes, des fois, ou essayer des créateurs, des producers, peut-être, qui font autre chose. Y a-tu des artistes, là, à part les personnes avec qui tu as collaboré, là, je vois que c'était beaucoup des gens qui t'inspiraient. Y a-tu des artistes en ce moment qui t'inspirent particulièrement? Puis là, tu sais, tout médium confondu, tout... y a des genres musicaux en fait que je découvre systématiquement. Donc merci l'internet pour ça parce qu'on peut les découvrir vraiment énormément. Les artistes qui m'ont le plus inspiré, franchement, c'est David Bowie de très loin parce que lui aussi c'est un artiste qui a fait absolument de tout. Autrement, il y avait, sinon il y a toujours des classiques. Ça peut aller de Chemical Brothers, Infected Mushroom. Tout ce qui est un peu rétro-futuriste, Frank Zappa, beaucoup, lui aussi, c'est quelqu'un qui a fait des choses très différentes. Prince, c'est une influence majeure. Michael Jackson aussi, plus années 80, l'album Bad ou Thriller par exemple, reste des excellents albums, quoi qu'on pense du bonhomme. Ça change rien à ce que vous pensez du bonhomme, ça je suis même plutôt d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas que ce sont des excellents albums et que les tunes sont bien. Sinon, des artistes beaucoup plus récents, comme par exemple Equip ou Wave Shaper, comme Truth, qui sont des artistes que j'aime énormément de la communauté synthwave ou électronique. Allison aussi, ou Eagle Eye Tiger, Night Tempo. Sinon, j'aime bien les artistes pop, Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne, même Chris Brown d'une certaine manière, Pond, sont des gens que j'aime beaucoup parce que justement ils ont pas peur, ils continuent à faire ce qu'ils font, même si on peut penser ce qu'on veut ensuite derrière. Est-ce que c'est de la musique programmée, un peu manipulatrice? Ça n'a aucune importance parce que de toute façon personne ne nous force à écouter ces tunes-là et personne ne nous force à aimer ce qu'ils font. Donc il faut quand même qu'ils soient très consistants et qu'ils soient très doués pour arriver à faire des centaines de millions de vues de manière consistante. Si les tunes n'étaient pas bonnes, au bout d'un moment on s'y fait prendre une fois, le public ne suivrait plus. C'est d'ailleurs toujours très cyclique. La preuve, Madonna aujourd'hui on ne l'écoute plus, bien qu'elle sort encore de nouvelles tunes, mais c'est juste que à force d'en faire des mauvaises ou de plus de toute manière ne plus être appropriées pour notre époque, on change. Mais vraiment toutes les influences plus... Chromeo, venant de Montréal par exemple, ce sont des gens que j'aime beaucoup. On disait le couleur, oui, sinon même des artistes un peu plus comme, je sais pas, Alex Nevsky par exemple, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Pierre Lapointe aussi, je dois dire. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur d'essayer, d'aller dans toutes les directions. Et j'aime bien écouter de tout, que ce soit par exemple de la J-pop, même si je comprends pas les paroles, qui sont de la musique pop japonaise. Ce qu'on appelle du future funk, c'est également de la musique japonaise, mais qui est très très dansante et qui va utiliser en fait de la musique plus funky new wave des années 80, la sampler et la réutiliser, la synthwave. Ça de toute façon,
Ah, j'avais jamais entendu Il y a parler plein de ça. genres musicaux de toute façon qu'on ne connaît pas et en permanence on en apprend. Récemment, par exemple, il y avait la scène alternative rock biélorusse qui est très connue à travers le monde avec des trucs par exemple comme Dolmat qui sont vraiment excellents. Il faut... tout est disponible et j'adore écouter des choses différentes. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va nous influencer et qui va rester, qu'on le veuille ou pas. Et qui est réutilisable. C'est comme la lecture. Si tu fais un lecteur, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un genre prédéfini. C'est quelqu'un qui peut aussi bien lire Victor Hugo, passer à Dune, passer à un ouvrage biographique ou passer juste après à un roman très léger. Mais l'intérêt, c'est la lecture. Ça devient ça, c'est-à-dire que plus tu lis des choses différentes, plus tes horizons vont s'ouvrir. Musicalement, c'est pareil. Faut surtout pas en fait s'enfermer dans un genre musical. Il faut chercher tout le temps. Ce qu'il y a de bien, notamment avec iTunes et Spotify, c'est que si on écoute une tune qu'on aime bien, automatiquement derrière, ça va jouer d'autres tunes que les gens qui ont aimé cette tune-là écoutent aussi. Donc tu vas forcément faire des découvertes. Donc si tu laisses passer automatiquement, à un moment donné, tu vas découvrir des artistes et te dire hey, ça c'est vraiment bien. Par exemple, j'ai découvert l'artiste Code Copy qui venait d'Australie, ou Rebel, qui sont des artistes que j'adore maintenant, que je suis. Je leur ai même écrit d'ailleurs quelques fois pour leur dire, même pour rien, juste simplement pour leur dire sur Twitter, hey, c'est awesome, j'ai écouté ton album, c'est vraiment fantastique. Même s'il n'y a pas d'arrière-pensée, j'ai pas envie de collaborer avec eux. Mais c'est plaisant aussi simplement de leur dire que c'est vraiment fantastique ce que vous faites, je vous ai découvert par hasard, parce qu'ils aiment bien aussi savoir les artistes comment vous les avez découverts, parce que ça ils le savent pas. C'est des fois on voit un pic d'écoute, genre on se dit tiens hier j'ai eu 12 000 écoutes, voyons donc, normalement il y en a pas autant, sauf que tu sais pas d'où viennent les gens. Donc toi, t'as envie de savoir, par exemple, qui c'est sur Twitter, qui a partagé sur Facebook ou qui a passé à la radio. T'as envie de savoir. Tu te dis, j'ai envie de remercier, on va dire, hey, merci, c'est cool, je m'attendais pas à ça. Donc il faut toujours écouter musicalement tous les genres, toujours. Puis toi, est-ce qu'il y a des genres que tu aimerais explorer, peut-être que tu n'as pas encore exploré, ou est-ce que tu es ouverte à justement à essayer d'autres genres musicaux, ou ben là c'est déjà fait, mais il y en a-tu que tu aimerais explorer que tu n'as pas encore fait? Tu sais, j'ai exploré le genre masculin pendant une partie de ma vie, maintenant on passe au féminin, donc déjà, mes blagues à part. Joke, alors c'est une farce, mais je sais pas trop, j'aime bien faire des choses plus dansantes. Est-ce que c'est des trucs que tu faisais en pandémie, justement, en préparation du retour? Est-ce que tu t'es dit, tu te visualisais déjà en train de faire des shows, ou ça a été plus un moment pour faire de la musique pour toi? J'ai fait beaucoup de shows en streaming depuis chez nous. Ça marchait assez bien. Là, j'aimerais bien en refaire bientôt. C'était comment? C'était comment comme expérience? Pour toi, particulièrement? Bien, parce qu'au début, j'avais un peu de mal à me montrer en public directement. Donc, d'être chez nous, d'avoir le contrôle sur la lumière, le placement des caméras, la qualité du son, etc. En fait, ça me permet de me présenter sous un jour que je préfère. Donc d'un autre côté, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ça m'est arrivé de jouer par exemple dans des festivals où finalement le son a été coupé, au bout de 10 minutes on te dit que non, finalement le show de 40 minutes s'arrête maintenant, ou bien que tu commences en retard mais l'artiste suivant lui par contre il faut pas qu'il commence en retard, voire même t'es annulé tout court avant de monter sur scène. Il y a vraiment ça peut être plus gênant, tandis que quand tu arrives vraiment dans un stream, t'es là, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'horaire, tu commences, et également t'es payé directement par les auditeurs. Ça, c'est un gros avantage. T'as pas à courir après le patron de bar parce que, hey, on avait dit le soir même, là c'est fini. Là. Ouais. Comment ça, c'est 50? On avait dit 150. Là, et l'autre, il te dit, ouais, mais. Là, finalement, il t'offre de la bière gratuite, mais je bois pas d'alcool. Pas de salaire, ton salaire. Ouais, c'est ça. Dis, c'est très gentil, mais non. Donc, moi, t'as dit, moi, ça me fera pas bouffer. Donc, il faut absolument. C'est bien faire du streaming en ligne parce que ça m'a permis de rencontrer également des gens qui étaient de toute la planète et de jaser un petit peu avec eux et de me faire connaître également dans la salle. L'an dernier, par exemple, j'ai gagné. Il y a eu les Video Game Music Awards qui récompensaient meilleure musique de jeu, etc. Et j'avais été nominé avec 4 autres personnes. Alors que j'avais rien demandé. En fait, ils me l'ont même pas écrit. Je l'ai appris par Twitter plusieurs semaines plus tard. J'étais nominé comme album de l'année. Et écoute, je me suis dit, oui. Puis comment t'as été inscrite? Tu sais dessus? Ils sont tombés dessus sur un stream. Ça, je l'ai su plus tard, en fait. Ils sont tombés dessus, ils ont écouté l'album, ils ont aimé. Et c'est tout ce que j'ai su. Et puis, plusieurs semaines plus tard, il y a d'autres personnes qui m'ont écrit en me disant, ah, félicitations, t'as gagné.
Ah, bon, écoute, tant mieux. Donc moi, j'ai gagné quelque chose. Alors que quand j'avais écrit, par exemple, à la disque, ou quand j'avais écrit au Juno, etc., ne serait-ce que pour proposer, je veux dire, un album de musique électronique, m'avaient même pas répondu. Je veux dire, ils ont même pas répondu aux emails. Ce qui est un peu dommage. Je peux imaginer qu'ils reçoivent énormément de candidatures et qu'il y a aussi du lobbying qui se fait, ce que j'imagine très bien, vu qu'il y a énormément d'artistes qui doivent compétitionner. Et le truc, c'est que, voilà, ils n'ont pas répondu, mais c'est comme ça. Peut-être pour les prochains, on sait jamais. Puis le prix que tu avais gagné, c'était quoi? C'était pour de la musique, musique électronique. C'est quoi le concours, en fait? C'est qui organisait C'était ça? vraiment des professionnels de musique, de jeux vidéo. Et puis, ils avaient décidé que j'étais album de l'année, enfin, album de musique originale. Et plutôt, sinon, il y avait les soundtracks de jeux, compilations, meilleur soundtrack rétro, etc. Mais sinon, il y avait album de l'année. Et puis, j'ai gagné ça. À ma grande surprise, je dis écoutez, merci beaucoup. Je m'étais inscrit à rien, donc encore une fois, c'est toujours des petites surprises, mais ça a permis d'augmenter un petit peu la fanbase, qui est pas énorme, mais bon, ça me permet toujours de m'amuser. Mais tant mieux. Ouais. En avril dernier, t'annonçais sur ta page Facebook que t'arrêtais de faire de la musique en raison de problèmes de vue puis problèmes de ouïe. Puis un peu plus tard, t'as sorti je sais pas si c'est dans la chronologie comment ça s'est passé, mais tu disais que t'avais Love in the Mirror qui était justement qui sortait une collaboration avec l'artiste Tobo Kegar. Ouais. Est-ce que je dis bien ça? Tobo Kegar. Ouais. C'est parce qu'il faut aussi comprendre que je fais de la... Est-ce que ça s'est réglé tes problèmes? Non, ça s'est pas réglé. Mais le truc, c'est que on est en train de travailler dessus. Et je veux dire, il y a des choses qui permettent de travailler. J'ai composé énormément de musique tout le temps. Elles sont mixées, terminées. Là, il y a un album de 10 tunes qui va sortir. Il y a déjà 8 autres tunes qui sont finies. Là, j'ai 20 tunes en stock. Dont 4 qui sont pas encore finies, qui étaient en cours. Donc le temps que mes oreilles... Il n'y a aucune qui est sortie. Et j'ai du stock, tout ça a été fait jusqu'au mois de mars. Donc elles sont finies, sont masterisées, elles sont prêtes à sortir quand ce sera le moment. Là, celle-là, en fait, on s'était assis dessus depuis un moment, puis on s'était simplement dit, allez, elle est finie, on la sort. Donc en fait, tout est terminé depuis un long moment. Je compose vite, je mixe, et puis ensuite je laisse de côté. Puis un jour, lorsque j'ai suffisamment de tunes, je me dis, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Je veux dire, je vais quand même pas sortir un package de 24 tunes, donc il faudra que je trouve quelque chose. Fait que si je comprends bien, t'avais déjà plein de trucs produits qui étaient en banque un peu, que t'avais accumulés. Ah, j'en ai plein. Ouais. Mais là, est-ce que t'as arrêté la création pour l'instant? Est-ce que c'est quelque chose c'est une pause? Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? J'espère que ça va revenir. Mais là, pour l'instant, je le souhaite aussi beaucoup, parce que... Ouais, du jour au lendemain, j'ai eu des acouphènes très violents, en fait, qui se sont déclenchés, et puis ils sont toujours là, et c'est vraiment subi. Et soudain, et le truc c'est qu'on est en train de rechercher un peu quelle pourrait en être la cause. On a une vague idée, mais c'est en attendant, temporairement, il faut pas que j'écoute de la musique à volume fort et que je fasse attention avec les basses fréquences. Donc le truc c'est qu'effectivement je peux composer toujours mais à très bas volume, mais par contre je peux pas mixer. Donc ça, parce que j'ai besoin d'avoir les oreilles au clair pour ça. Donc au final, j'ai des tunes qui sont peut-être en cours, mais qui sont pas finies, et le jour où ça ira mieux, j'aurai un backlog de mix à faire. Ouais, puis les acouphènes, il y a une sorte de mystère autour de ça. Il y a comme un aura de mystère, j'ai l'impression, autour de... On sait pas, ça peut être dû à n'importe quoi, à de la médication, on sait jamais. Mm-hmm. Donc il faut vraiment être patiente, quoi. Je verrai bien à un moment donné ce qu'il en est. Mais j'ai espoir que ça va bien. Parce que c'est arrivé assez subitement, donc je me dis qu'il n'y a peut-être pas de raison que ça reste comme ça. Souhaitons que ça passe aussi, mais oui. Exact. Mais est-ce que tu as des conseils, tu sais, pour... parce que je rappelle qu'on s'adresse aussi à des jeunes des jeunes ou moins jeunes qui voudraient faire de la musique peut-être, puis tu sais, on parlait beaucoup d'autoproduction, par exemple. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, justement, qui, sans nécessairement avoir l'intention de devenir connu, comme on disait, mais qui ont envie quand même de rejoindre des gens puis de créer de la musique sur ton expérience, sur ton parcours, par exemple? Dans l'autoproduction, c'est pas mal parce que d'un autre côté, moi en fait, j'ai dû commencer avec un hardware qui était extrêmement limité. Faut comprendre qu'une Sega Genesis, pour du chiptune, on a 5 instruments, mais qui peuvent jouer uniquement une note à la fois. Donc ils peuvent pas jouer d'accords, c'est vraiment une note systématiquement, il n'y en a que 5. Et un 6e, en fait, qui permettait de jouer des drums
purement, c'était juste un sample également à la fois. On pouvait pas en mettre 2 simultanément. Donc c'était très très limité. Et pour créer un univers sonore qui est cohérent, le fait de partir avec des très très grosses limites, ça m'a extrêmement aidé notamment à faire du sound design et de la mise en scène sonore, parce qu'il faut tout de suite que tu cherches comment aller à l'essentiel. Alors par exemple, tu mets un drum, une bassline, un lead avec un petit effet. Voilà, j'ai utilisé 4 canaux, il m'en reste que 2. Donc maintenant il faut que je mette quelque chose qui remplisse le reste de l'espace. Je mets quoi? Et donc en fait c'est ce genre de questions et ce genre de limitations qui m'ont beaucoup aidé. Ensuite avec le temps j'ai ajouté de la git, j'ai commencé à changer pour un vrai drum machine, ce qui m'a libéré un canal pour mettre un instrument de plus, etc. C'est simplement se mettre des limitations lorsqu'on fait de l'autoproduction. C'est pas mal. On peut très vite être perdu à mettre des tracks à l'infini. Toujours. Ça peut malheureusement quand on débute, ça peut vite vraiment être un trou sans fond. On va s'enfoncer et on va pas arriver jusqu'au bout. Donc c'est vraiment se mettre certaines limites. Ensuite après, il faut être impitoyable. Il faut essayer de voir la création musicale un peu comme une création cinématographique. Ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement de la composition, c'est de faire du montage. Si jamais en écoutant, il y a des parties que tu aimes pas, ou que tu sens qui fonctionnent moins bien, ou bien tu sens que la tune est trop longue, faut être impitoyable. Faut dire bah voilà, de telle seconde à telle seconde, je coupe, je supprime totalement. Alors, faut pas hésiter à jeter. Un metteur en scène qui fait un film, par exemple, pour faire un film de 2 heures, bon, il va filmer 4 heures. Il va jeter la moitié et impitoyablement, c'est au moment du montage qu'il va décider. Il faut pas avoir d'état d'âme. Vraiment, on est là pour s'amuser. Si jamais on constate que ça fonctionne pas, il faut pas le faire. Un autre truc, c'est vraiment, il faut aimer soi-même ce qu'on fait. Si jamais on écoute les tunes et qu'on n'est pas satisfait, bon, bah, il faut passer dans une autre direction ou il faut essayer autre chose. Mais si jamais, moi, en fait, je me reconnais, c'est quand je me mets un petit peu à danser sur ma chaise, etc. C'est quand je me dis, je commence à atteindre quelque chose. Un autre truc aussi, c'est de toujours, il faut tracer une ligne. Genre, un jour, tu te dis, bon, bah, la tune, elle est finie, quoi. Je veux dire, comme n'importe quelle œuvre d'art, en fait, par essence, c'est jamais fini. Je veux dire, un film, tu peux faire un montage à l'infini, ça peut durer des années. La preuve, il y a des remontages. Pareil pour le son, tu peux refaire ton mixage pour qu'il sonne mieux, changer d'instrument, etc. À un moment donné, il faut aussi que tu te dises non, c'est terminé, on passe à autre chose. Et il faut explorer le momentum. Si jamais sur un moment donné, on a commencé à faire une tune et ça nous plaît, faut pas hésiter à passer du temps. Le momentum, c'est important. Moi, je sais que je perds facilement l'intérêt pour les tunes passées. Je réécoute jamais en fait les tunes que j'ai finies. Dès que j'ai fini de mixer, je passe à autre chose. C'est parce que j'aime pas laisser un projet en suspens. Faut que j'aille jusqu'au bout. Ça n'a pas que des qualités, hein, ça en a parce que ça te permet effectivement d'être très orienté résultat, mais d'un autre, s'il y a une tune qui me plaît pas forcément, je vais insister jusqu'à ce que j'arrive à la transformer en quelque chose qui me plaît. Donc en fait j'ai très très peu de outtake ou de chutes de studio ou de tunes que j'ai mises de côté parce que j'arrête pas de les transformer jusqu'à ce que ça me plaise, mais par contre ça peut être un processus qui peut être assez frustrant, donc il faut faire attention. Exact. Un truc pour l'autoproduction ou pour n'importe quoi, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Un contrôleur MIDI très simple, avec quelques pads de drum, un petit clavier par exemple avec 2 ou 3 octaves, ça va vous coûter une centaine de dollars. C'est rien. C'est purement USB, vous le branchez sur n'importe quoi, un laptop, un ordinateur. Vous pouvez trouver des logiciels gratuits qui vous permettent de démarrer de la musique tout de suite, genre FL Studio, Reaper, etc. Ça va très vite, ça demande pas forcément de coûts d'investissement. Et puis amusez-vous, essayez tout. Je veux dire, ne pensez pas que ça va être sorti commercialement. Faites des tunes pour des tunes. Amusez-vous à rajouter des couches, expérimentez. Amusez-vous. Il faut surtout s'amuser. Ça, c'est très important. Ça demande pas un gros investissement. La seule chose vraiment, c'est qu'il faut pas se décourager. La musique, c'est comme l'écriture, c'est comme la lecture ou l'apprentissage d'une langue, que ce soit le français ou l'anglais. Ça reste un art mineur, mais c'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'initiation pour le faire, mais tu as quand même besoin de t'y investir un petit peu. Ça viendra pas tout seul. Donc si ça vient pas immédiatement, c'est pas grave, je veux dire continue, t'es pas obligé de jouer des accords au piano, tu peux jouer une note à la fois et puis ensuite passer à un autre synth, jouer une autre note à la fois qui sonnera à peu près correct, tu continues et puis à un moment donné tu te retrouves avec une structure et ensuite après tu travailles sur la structure. Faut pas hésiter aussi à séparer la composition musicale du studio. Le studio en soi en fait c'est quand tu as ton projet qui est intégralement affiché devant toi.
et tu peux le couper, tu peux l'éditer, changer, tu peux muter des choses, tu peux t'amuser. C'est de te servir de la matière première que tu as créée pour en faire quelque chose que tu n'aurais pas créé nécessairement au premier truc. Un peu comme le montage en cinéma. Exactement. Ça, le résultat final, moi, je l'ai pas dans ma tête. Il y en a qui sont capables de faire ça et vraiment, je les trouve très bien. C'est-à-dire qu'ils démarrent une tune, ils savent tout de suite, ça va sonner comme ça, ils ont leur structure. Bah, moi, non. Moi, souvent, je me mets une boîte à rythme, je fais quelques accords qui me plaisent bien, je fais des enchaînements. Ensuite, je me dis, tiens, par-dessus, je pourrais mettre tel lead. Ensuite, je continue le lead une fois que mes accords sont finis en me disant, tiens, ça pourrait faire une mélodie qui continue. Ensuite, je m'adapte. Et à la fin, je me retrouve avec 3-4 sections. Et je les change de place. Par exemple, je me dis, tiens, ça pourrait faire un bon chorus, ça pourrait faire un bon verse, ça pourrait faire un bon pre-chorus, ça pourrait faire un bridge, à condition de le réécrire. Je vais répéter des trucs, etc. Et puis après, tu te retrouves, tiens, bah, j'ai une tune. C'est... Voilà, bon, bah, t'as pas prévu, ça peut aller très vite. Quelquefois, ça m'est arrivé qu'à partir de rien, en moins de 4 heures, j'avais une tune terminée. Ça, c'est vraiment les meilleurs des cas. Hein. Je veux dire, mixé, fini. Hein. Donc, il y a juste des moments où tu le sens bien. Il y a d'autres fois où il y a certaines tunes, ça m'a pris une centaine d'heures pour arriver à en tirer quelque chose qui me plaisait parce que ça venait pas. Ça faites pas ça. C'est pour les personnes les plus jeunes qui nous écoutent, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que la musique, il faut que ça reste un plaisir. C'est comme quand vous apprenez du sport ou comme vous faisiez autre chose. C'est practice makes perfect. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est vrai. C'est-à-dire que plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez être à l'aise. Ce qui est important, c'est pas de maîtriser à 100%. Il y a des musiciens qui sont très limités en termes de ce qu'ils savent faire, mais qui sont arrivés à faire des tunes qui sont extrêmement de qualité. Faut savoir par exemple que des musiciens comme Bob Marley, Elvis ou d'autres, ils savaient pas lire une partition. Je veux dire, ils ont jamais su il y en a plein. Ils connaissent pas du tout aucune théorie musicale. Ça, faut savoir que c'est pas une fin en soi. À partir du moment où ça vous inspire, il faut juste travailler avec votre sentiment. Ça vous plaît pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais en musique. Dans n'importe quel art, de toute façon, ça n'existe pas. Vous pouvez pas vous tromper. C'est simplement, si vous êtes content de ce que vous écoutez, ça suffit. C'est le seul objectif qu'il faut faire. Ça demande pas un gros investissement. Ça demande simplement d'y mettre un peu d'amour, quoi. Ouais. Puis je pense qu'on a tendance aussi pour la musique électro souvent de mettre l'emphase sur... Ben même les autres, sur l'instrument, tu sais. Même dans d'autres catégories, la guitare par exemple. Mais je pense que, tu sais, comme tu disais, c'est pas ça qui est important au final, c'est les idées. Puis bon, l'outil va permettre de traduire les idées en musique, là, mais au final, c'est les idées qui sont les plus importantes. Puis pas la machine. Bah, faut savoir que, exact, moi au début je savais pas composer au piano par exemple, je savais pas du tout me servir d'un piano, donc je composais une note à la fois, et ensuite après, ça m'est arrivé beaucoup de faire ça, et ensuite après de devoir réapprendre, etc., et puis je me suis mis à l'aise, et ça fonctionnait aussi bien. De toute façon, le monde ne sont pas intéressés de ce que vous allez faire votre tune, ce qu'ils veulent, ou comment vous avez filmé tel plan de caméra, etc., ce qui les intéresse, c'est le produit final, ça parle pour lui-même, donc comment vous l'avez fait, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, vous faites comme vous voulez, du moment que ça vous plaît. Ce qui est important, c'est vraiment de s'amuser. Ça, c'est le truc qui est le plus amusant. Il y a des grosses communautés. Avant de conclure, je veux savoir, est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais nous dire par rapport à où est-ce qu'on peut trouver ton travail? Est-ce qu'il y a des événements prochainement où on pourrait te voir, je sais pas, une chaîne où on peut te suivre? Dans les choses qui sont intéressantes, c'est y a un album qui va sortir le 16 juillet prochain qui s'appelle Renaissance. Où il va y avoir beaucoup de collaborations, beaucoup d'amusement. Il y a un single qui sort début juin qui s'appelle Don't Hit My Line, qui est avec la chanteuse Jay qui vient de New York. C'est une tune R&B chiptune. C'est vraiment nouveau et on en est très 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 fiers. Ah mais quelle fierté! Je te jure, c'est un plaisir, mais j'adore ça. Il y a ça qui va sortir. Autrement, c'est partout. Il va y avoir un lyrics vidéo sur YouTube. Sinon, sur Spotify, iTunes, Amazon. Désormais, en fait, quand vous faites de la distribution de streaming en ligne, vous êtes sur tous les services. KKBox en Chine, d'autres comme Yarn, par exemple, en Israël, etc. Donc vous êtes disponible partout très vite. Sinon, sur Bandcamp, bien évidemment, sur SoundCloud. Et puis, je compte faire beaucoup de streaming également cet été pour essayer de m'amuser. Si je peux faire des concerts en vrai,
un peu à l'improviste parce que je me suis fait un setup qui est très portable. J'ai juste une caisse de matériel roulant. En fait, j'ai juste à arriver. Vous me donnez un power supply et un speaker et puis c'est bon. On y va, on joue. Ça me plaît. J'ai pas besoin de beaucoup. Ça, là, je vais en faire. Autrement, je suis toujours disponible sur les Discord. Il y en a beaucoup, je veux dire, qui sont à Montréal. Je veux dire, il y a le Discord de gros joueurs, qui sont des gens qui font du retro gaming et du gaming actuel, qui sont très faciles à trouver sur Discord. D'autres plus sur la communauté LGBT aussi, plus en général, comme par exemple Transdiversité. Là-dessus, j'y suis. Sinon, d'autres comme A Bit of Chiptune, Night Ride, Chip North, Geekbeat Radio, qui sont des endroits en fait où je communique assez souvent. Sinon, sur les réseaux sociaux, je poste pas très régulièrement, mais de temps en temps. N'importe quoi qui a de la musique, c'est facile à trouver. J'en poste pas beaucoup. Ça, c'est vrai que je pourrais faire un petit effort, mais c'est surtout moi je m'en sers certainement en fait juste pour pour faire de la musique parce que je trouve que ça parle mieux que tout ce que je peux raconter. Le reste c'est très accessoire. Mais c'est bien, par exemple, on peut me retrouver également dans le podcast de la Bibliothèque nationale du Québec aussi. Puis autre chose, on va faire un peu d'autopromotion, mais tu sais, on parlait tantôt des instruments. Au Square, on donne accès à des claviers MIDI. On a Reaper qui est installé avec toutes sortes d'effets déjà sur les ordinateurs, des MPC. On a un synthétiseur que les gens peuvent utiliser aussi. Fait que ça, c'est des instruments de musique qui sont disponibles à la bibliothèque et gratuitement. Donc justement, si les parents n'ont pas les moyens de l'acheter, le clavier MIDI, ben c'est gratuit à la bibliothèque puis on peut venir l'utiliser. Fait que... C'est exact. Allez-y, ce sont des gens très bien. J'ai eu l'occasion d'aller performer là-bas, d'expliquer un peu mes méthodes de composition. Et le monde était en fait assez intéressé et subjugué de voir qu'avec du matériel extrêmement minimal, on peut tout de suite faire quelque chose qui sonne bien. C'est... l'expérience, de toute façon, ça va venir. C'est-à-dire, plus vous travaillez, plus vous faites de tunes, plus vous expérimentez, plus ça vient. Moi, j'ai mis du temps avant d'arriver à faire des tunes qui, maintenant sonnent correctement, apprendre à faire du mixage, etc. Soit vous n'êtes pas obligé d'apprendre à le faire, mais amusez-vous. C'est vraiment il faut que ce soit un plaisir. Il va y avoir de la frustration quelquefois. Vous avez envie de jouer quelque chose et puis ça vient pas tout de suite. C'est pas grave. Ah, mais ça va venir. C'est comme quand vous avez appris l'anglais à l'école ou comme Bon, la différence, c'est qu'on vous l'a imposé, mais le truc, c'est que là, par exemple, quand vous apprenez la musique, personne vous l'impose. Vous faites ça à votre rythme, vous faites ça quand vous voulez. Mais lâchez pas. Amusez-vous. Si vous avez des sons dans la tête, ça va vous permettre de les sortir. C'est tout. C'est une manière de s'exprimer qui est aussi valable que quelqu'un qui dessine ou quelqu'un qui écrit ou qui fait de la sculpture, etc., etc. Donc, amusez-vous. La musique, c'est un univers total, et c'est surtout un univers d'émotions qui est inexplicable. C'est très difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aime telle ou telle musique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on le fait. Donc vous allez rejoindre des gens, vous avez des émotions. Il y a toujours des gens sur la planète qui ont les mêmes émotions que vous, ou qui sont capables du moins de connecter de cette manière-là. Donc vous allez trouver. Il faut aller les chercher, mais vous pouvez les trouver. Mais merci beaucoup, Adélaïde, pour l'entrevue. C'était super intéressant. Merci à toi, Jules-Antoine. Ce sont des très bonnes questions que tu poses. Merci, bonne journée. Merci à toi. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine.